Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire organisé par l'ACE dans le cadre de deux actualités importantes. La première actualité, l'élection à venir au CNB. Vous le savez, le 28 novembre prochain, les élections auront lieu. Et dans ce cadre, nous avons mis en place un cycle de formation sur différents thèmes, dont le thème qui nous réunit aujourd'hui, ce qui s'inscrit d'ailleurs dans la logique de toutes les formations que l'ACE organise régulièrement. La seconde actualité, qui est celle pour laquelle nous sommes aujourd'hui tous réunis, c'est la question de la rémunération technique des associés de SEL. Avec la question, alors, on fait quoi? Vous le savez, c'est une véritable saga que l'on vit depuis l'année dernière, depuis le 15 décembre 2022, date à laquelle l'administration fiscale a annoncé la modification de sa doctrine en ce qui concerne l'imposition de la rémunération des associés. Depuis, il y a eu des échanges divers, notamment grâce à l'IACF, grâce au CNB, via l'UNAPL également, avec l'administration fiscale pour essayer de comprendre le traitement qui serait ainsi réservé du fait de cette nouvelle doctrine aux associés. Nous avons eu très récemment une réponse de la DLF qui est venue apporter des éclaircissements sur un certain nombre de points concernant le régime micro, la question de la déduction Madelin, le traitement TVA, mais pour lequel on avait déjà des réponses, la question de la CFE, l'option à l'IS, qui est aussi un sujet important. Un ensemble de points sur lesquels nous allons revenir. Pour vous présenter ces différents points, nous avons réuni un panel d'experts, tous membres de l'ACE, candidats ou bien élus sortants, en ce qui concerne Philippe, je vais y revenir, et tous ayant participé aux travaux de l'ACE sur cette question de la rémunération, certains ayant même participé aux discussions avec l'administration, que ce soit dans le cadre des discussions CNB ou bien UNAPL ou bien IACF. Audrey Chemouli, tout d'abord, avocate associée du cabinet Chemouli, cofondatrice du podcast Génération Entrepreneur, qui est une ancienne membre du CNB, mandature 2018-2020, durant laquelle elle était la présidente de la commission statut professionnel de l'avocat. Elle est aujourd'hui tête de liste ACE sur Paris. Philippe Touzé, avocat associé fondateur du cabinet Touzé, médiateur en droit des professions libérales et conflits entre associés, actuel membre du CNB et le successeur d'Audrey, puisqu'aujourd'hui, et encore pour quelques semaines, il est le président de la commission statut professionnel de l'avocat au sein du CNB. Et je peux vous dire qu'il y a particulièrement œuvré, il a été sur tous les fronts et notamment, il a énormément travaillé sur l'ordonnance du 8 février 2003 qui a réformé la loi de 90 sur les structures d'exercice. Il a également énormément travaillé sur le statut des entrepreneurs individuels versus profession libérale réglementée. Loïc Richard, avocat créateur du cabinet Horace, actuel président de l'ACE Bourgogne, candidat sur la liste province. François Coutard, avocat associé chez CMS Francis Lefebvre depuis quelques années maintenant, qui intervient plus particulièrement en droit du travail et de la sécurité sociale. Il est même spécialiste, 2 mandats comme MCO à Lyon, membre de l'ACE depuis des années, actuel président de l'ACE Lyon et tête de liste de l'ACE province. Enfin, Frédéric Tepper, associé au sein du cabinet Arsène, ancien président de l'Institut des avocats conseils fiscaux IACF. En ce qui me concerne, je suis moi-même associé au sein du cabinet KPMG Avocat, où j'anime la practice Banque Legal, financement, et je suis également avec Philippe, vice-président de la commission statut professionnel de l'avocat au sein du CNB. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à nos experts et nous allons commencer avec Loïc, auquel je vais laisser la parole. Loïc, parle-nous des différents types de rémunération, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Vous savez que les SEL sont des sociétés atypiques dans la mesure où elles ont un objet civil, l'exercice en l'occurrence de la profession d'avocat, mais une forme commerciale, celle des sociétés de capitaux qui peuvent être soumises à l'IS. Et c'est cette dualité qui est à l'origine d'une controverse vieille d'une décennie qui porte sur la qualification fiscale des rémunérations que les associés de SEL
qu'ils soient ou non d'ailleurs dirigeants, perçoivent au titre de leurs fonctions techniques exercées dans la société, c'est-à-dire les rémunérations versées aux associés en contrepartie de l'exercice de leur profession d'avocat. Alors, c'est l'administration qui s'était prononcée en premier sur le régime fiscal dans une réponse ministérielle Cousin, qui a été publiée en 1996 et qui considérait, l'administration, que les rémunérations des associés non dirigeants d'une CELARL qui exercent leur activité dans cette société et qui n'ont pas de ce fait de clientèle personnelle relèvent normalement du régime des traitements et salaires. Cette position administrative n'a pas convaincu le Conseil d'État, qui a jugé à l'inverse, en 2013, puis à nouveau en 2017, que ces rémunérations techniques constituent fiscalement non pas des salaires, mais des bénéfices non commerciaux. Il s'agissait dans la première affaire des rémunérations d'un associé non dirigeant et dans la seconde affaire d'un associé dirigeant. Alors c'est assez inhabituel que l'administration fiscale tienne tête au Conseil d'État, en tous les cas jusqu'à très récemment, non seulement parce qu'elle n'a pas rapporté sa doctrine Cousin, elle a même intégré à sa documentation BOFIP, qui a été mise en ligne en 2012, et elle a précisé que lorsque l'associé bénéficiaire des rémunérations est un gérant majoritaire de CELARL, ces rémunérations sont imposables selon le régime de l'article 62. C'est pour ça que vous trouvez dans nos 2 slides les 2 positions qui ont été prises, celle de la jurisprudence que je vous ai énoncée, celle de la doctrine que vous avez sous les yeux, qui a perduré jusqu'au BOFIP qui est paru en décembre 2022, dont on va vous parler juste après qu'on ait fait un focus sur la partie sociale. François ? Ça ira mieux comme ça. Rebonjour à tous. Concernant cette partie, vous avez là Il faut revenir au... Pardon ? Je pense qu'il faut revenir au slide d'avant, non ? Vous n'avez pas... Peut-être que là, ça va... Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Vous avez là, aux différents titres, le statut et le fonctionnement de tous ces aspects-là, qui sont résumés sur cette diapositive, en fonction du type de mandat et du fonctionnement de la structure que vous avez pu choisir. Je reviendrai tout à l'heure sur la partie plus spécifique de la rémunération du mandat social et de la façon dont il est regardé par les administrations fiscales et sociales. On passe maintenant à la nouvelle position. Voilà, revirement administratif de la position et de la doctrine administrative du 15 décembre dernier. Qui va nous être présenté par Frédéric, voilà. Du coup. Oui, alors effectivement, comme vous le savez, initialement l'administration fiscale entendait modifier sa doctrine à compter du 1er janvier 2023 et à la suite de différentes actions qui ont pu être menées par la profession, nous avons obtenu une année de grâce permettant aux uns et aux autres de se préparer et permettant également à l'administration fiscale de répondre à nos questions. Alors, peut-être pas toutes les questions, mais une partie des questions. Donc, ce que vous voyez dans ce tableau, c'est effectivement le principe applicable donc à compter du 1er janvier 2024, qui est qu'en l'absence de liens de subordination, vont être soumis au régime des bénéfices non commerciaux, le régime de l'article 92 du Code général des impôts, les associés exerçant dans une CELAS, une CELAFA, ou également les associés des CELARL qui ne sont pas dans le statut du gérant majoritaire.
Ce n'est donc que par exception, et c'est bien la référence à la doctrine, à la jurisprudence du Conseil d'État qui est de dire que l'exception traitement et salaire n'existe que si un lien de subordination est établi, et même plus précisément, on pourrait dire s'il existe un contrat de travail. Donc, dans cette exception-là, on est en traitement et salaire. Et il existe un îlot important qui est le régime des gérants majoritaires de l'article 62 du Code général des impôts, où là, vous avez en fait l'article 62 du Code général des impôts qui nous dit bien que les rémunérations après déduction des cotisations Madelin vont être soumises au régime traitement et salaire, et la doctrine administrative qui a introduit un petit élément d'instabilité en disant que s'applique aux rémunérations qui sont allouées à raison de l'activité libérale lorsqu'elle peut être distinguée des rémunérations qui sont perçues au titre de la rémunération du gérant. Je crois qu'on en reparlera. Alors, Frédéric, il y avait une question qui se posait, que Jean-Luc pose, mais que beaucoup se posent. C'est, Bastien, voilà, je vois qu'on est nombreux à se poser la même question, c'est de réfléchir à, et sachez qu'on ne vous a pas oublié, à réfléchir à comment est-ce qu'on peut panacher et comment est-ce qu'on peut caractériser l'indissociabilité des fonctions dans le cadre de l'article 62. Alors, sachez qu'on va en parler un petit peu plus tard. Philippe va nous en parler notamment dans les discussions qu'il a eues avec la DLF. Mais peut-être, Frédéric, tu peux nous donner ton sentiment, je rebondirai, puis ensuite on passera au régime social. Oui, alors il peut y avoir plusieurs sensibilités là-dessus. Je pense quand même que la doctrine, dans la mesure où elle parle des cas de figure où ça peut être distingué, ouvre une porte pour que dans les cas où ça ne peut pas être distingué, on reste totalement en article 62. Il reste que la prudence, dans un certain nombre de cas, en tout cas c'est mon sentiment, peut être d'allouer un certain pourcentage de la rémunération aux fonctions de mandataire social. Et là, c'est une question de fait, c'est de savoir quel est le temps qui est consacré par le mandataire social à ces fonctions non techniques. Alors, vous remarquerez que dans la réponse qui a été donnée sous forme de rescrit à la DLF, par la DLF, pardon, à l'IACF, le sujet n'est pas évoqué. Donc, ça reste un sujet ouvert pour éventuellement le contrôle fiscal. Tout à fait. Alors, on va passer à la slide d'après qui, donc, juste pour qu'on revienne tous et qu'on soit exactement tous au même endroit, au même moment. Donc, on est d'accord que qu'on est en train de parler des rémunérations techniques des associés de SEL, donc c'est-à-dire les rémunérations pour lesquelles vous êtes payé à être, en l'occurrence, avocat ou professionnel libéral dans votre société, et on est en train de parler de la composante fiscale, parce que, juste pour rappel, on est tous d'accord que dans une rémunération, vous avez une composante fiscale dont on est en train de parler, et c'est celle-là qui est problématique et on ne sait pas, où l'administration a répondu. Et ensuite, il y a une composante sociale, et la composante sociale dont je vous parle à l'instant, c'est donc la rémunération, la composante sociale, pardon, de la rémunération technique. Et donc là, c'est assez simple de se poser la question. La réponse à la question est assez simple. C'est sans lien de subordination avec la société, alors on est dans le régime TNS, donc travailleur indépendant. Avec lien de subordination avec la société, là, on est en régime salarié. Simplement pour faire le pont avec quelque chose, parce que vous savez qu'il ne s'est absolument rien passé dans nos vies de professionnels libéraux depuis 10 ans, disons, enfin, un peu moins de 10 ans depuis la loi Macron. Mais ce séisme qui a eu lieu avec la nouvelle doctrine de l'administration fiscale et parallèlement, enfin en même temps, le 8 février dernier, il y a eu la publication d'une ordonnance qui a profondément réformé les structures d'exercice des libéraux réglementées.
Et pourquoi est-ce que je fais le pont entre ces deux choses-là? C'est que vous avez quelque chose qui est le point de bascule, qui est le lien de subordination, dans lequel on peut quand même s'interroger de la pertinence de ce point de bascule, dans la mesure où la première chose, le premier article de l'ordonnance, que l'ordonnance met en œuvre, c'est la définition de la profession libérale réglementée, et la définition de l'ADN de la profession libérale réglementée, c'est agir en toute indépendance. Or, le lien de subordination qui est a priori, qui n'existe a priori qu'en droit du travail, on se demande dans quelle mesure c'est pertinent d'avoir choisi ce critère-là. On l'a fait remonter à de nombreuses reprises à l'administration fiscale, malheureusement, pour l'instant, sans réponse. Est-ce que… Oui, on va parler des deux types de rémunération et des AG dans quelques instants, mais je vous propose d'abord de passer aux questions qui ont déjà reçu une réponse, peut-être, pour ceux qui ont déjà posé des questions. Alors, effectivement, on a tout de même un certain nombre de réponses aux questions qui ont pu être posées par les… C'est juste excuse-moi, Frédéric, c'est juste la slide d'avant. Voilà, parfait. Voilà. On a un certain nombre de réponses qui ont été posées, notamment par le CNB et par l'IACF. Alors, je les prends les unes après les autres. La première question, et on peut faire le lien entre cette question et la question sur la TVA, c'est: est-il nécessaire de faire établir des factures entre l'associé et la SEL? Et là-dessus, la réponse de l'administration fiscale est claire. La réponse est non. Parce que selon l'administration fiscale, la rétrocession de rémunération technique qui est faite à l'associé de SEL n'entre pas dans le champ d'application de la TVA, parce que selon les principes de la TVA, qui sont de nature différente des principes en matière d'impôt sur le revenu, on ne peut pas considérer que l'associé agit en son nom propre et surtout prend la responsabilité économique de ce qui se passe vis-à-vis des clients de la SEL, et par conséquent, dans la mesure où les clients sont les clients de la SEL et non pas les clients de l'associé, en fait, c'est simplement l'associé qui exerce son activité via la SEL. Donc, à la suite de ce raisonnement, on nous dit pas de TVA entre l'associé et la SEL, et par conséquent, pas d'obligation de facturation en tant que telle. Ce qui ne signifie pas, bien entendu, qu'au niveau de la SEL, il n'y ait pas des précautions à prendre pour pouvoir justifier des charges, mais c'est sous une forme, je dirais, libre. La deuxième question, c'est: faut-il établir des 2035 chaque année? Eh bien là, l'administration fiscale a répondu vendredi dernier dans son rescrit à l'IACF de manière tout à fait claire, dans la mesure, et je vais y revenir, où on est dans le régime de la déclaration contrôlée, donc le régime normal, réel, eh bien oui, l'articulation des textes conduit à l'établissement d'une 2035 avec tout ce que ça suppose d'éléments de compte de résultats et de bilan. La question suivante, c'est: y a-t-il un assujettissement à la CFE? Eh bien, là aussi, la réponse de l'administration est claire. L'assujettissement se fait au niveau de la société d'exercice libérale ou assimilée aujourd'hui, mais pas au niveau de l'associé, sauf à ce qu'il y ait véritablement une activité distincte de celle qui est exercée via la SEL. Ensuite, est-ce que l'associé qui est en BNC pourra-t-il opter pour l'IS? Alors, vous savez qu'il y a le régime de l'entrepreneur individuel et qu'il y a une possibilité pour option pour l'IS. Eh bien là, la réponse aussi de l'administration est extrêmement ferme. Selon l'administration, l'associé de SEL n'exerce pas d'activité en son nom propre, ce qui l'exclut de la définition d'entrepreneur individuel, donc pas de possibilité d'exercer via une entreprise individuelle qui serait soumise à l'IS.
Question suivante, est-ce que le versement de la rémunération à partir d'une SPFPL, lorsque la SEL est détenue à 100%, puisque c'est désormais permis par la SPFPL, va suivre le même régime BNC? Et la réponse est confirmation par l'administration fiscale. Enfin, y a-t-il une possibilité d'application du régime micro BNC? Et là, évidemment, la question avait des entrées ou des sorties multiples. Et l'administration, là aussi, a répondu très clairement en disant oui, il n'y a pas d'exclusion du régime micro-BNC. Autrement dit, si vous avez une activité qui, au cours de l'année précédente ou de la pénultième année, est une activité dont les recettes n'ont pas été supérieures à 77 700 euros, vous avez la possibilité d'opter pour le régime BNC. Donc ça, c'est le principe général. Mais attention, parce que si vous étiez avant 2024 dans un régime traitement et salaire, parce que vous étiez sous l'empire de la réponse cousin, et que vos recettes, même en traitement et salaire, excédaient les 77 700 euros, cette possibilité d'option au régime micro-BNC ne vous est pas offerte. Donc, je pense que la réponse permet à certains de nos confrères, effectivement, de se placer dans le régime micro-BNC, mais ferme certaines opportunités. Alors, juste, on se pose 2 secondes sur les questions, peut-être. Alors, juste pour répondre à Lucille, le gérant majoritaire s'applique, oui, la position sur le gérant majoritaire, ça s'applique bien aux gérants appartenant à un collège de gérance majoritaire, donc ça, il n'y a pas de sujet. Par contre, il y a plusieurs autres questions sur la 2035. Alors, Frédéric, la 2035, qu'est-ce qu'on met dedans? A priori, alors, les recettes, donc qui ne sont pas vraiment des recettes, mais la rémunération. Est-ce qu'on a des réponses sur les autres frais qu'on peut mettre en… Est-ce qu'il y aurait d'autres frais, c'est-à-dire qui sortiraient, parce qu'en fait, la question, c'est celle-ci. Est-ce que des frais qui ne seraient pas passés dans la société d'exercice libéral, donc on ne passerait pas dans le cadre de son propre exercice à l'intérieur de la société d'exercice libéral, et qu'on pourrait passer sur la 2035? Alors, il n'y a pas de réponse de l'administration fiscale sur cette question-là, et je crois que la réponse, elle dépend des modes d'organisation des cabinets. Il y a des cabinets d'une certaine taille où de toute manière les frais sont directement remboursés aux associés, et on peut se dire dans ce cadre-là, ne fût-ce que pour des raisons d'organisation et de précaution, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres frais qui passent par la 2035. Donc on n'aurait que les recettes et pas de frais additionnels. Après, y a-t-il une marge de manœuvre dans des structures de taille moins importante? Moi, je laisse la question ouverte. Alors, moi, j'aimerais bien, Philippe, alors je vous donne mon point de vue. Effectivement, dans les sociétés que l'on conseille, selon la taille des cabinets, il y a des cabinets qui restreignent les frais et qui donc, on pourrait penser qu'il y a d'autres frais qui pourraient être passés. Donc qui serait en rapport avec l'exercice professionnel. Et après, on a parlé d'autres types de frais qui seraient, alors là pour le coup pour tout le monde, et qui ne pouvaient pas être passés dans le cadre de la CELARL ou dans le cadre de la CELAS habituelle, qui seraient les frais de déplacement, domicile professionnel, lieu de travail, pardon, et les frais de repas. Est-ce que Philippe, tu veux intervenir sur le sujet? Avec plaisir, Audrey. Bonjour à tous. Oui, quelques précisions peut-être, puisque alors, pour partir de la question pointue qui vient d'être posée, c'est-à-dire la question des charges sociales, il me semble que la 2035 AS nous donne des réponses, puisqu'il y a une série de charges qu'il est possible de déduire, qui sont effectivement les charges de trajet, les charges de repas au lieu de travail, les charges sociales. J'en oublie une, mais voilà, cette liste est dans la 2035 AS. En revanche, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. J'aimerais savoir si on pourrait revenir sur la slide que Frédéric vient de commenter, parce que je voudrais apporter un éclairage non pas technique, mais plus peut-être politique par rapport à cette situation. Vous avez compris des éléments qu'a évoqué Frédéric, que
la DLF est venue apporter une réponse à peu près négative sur l'intégralité des questions qui lui étaient soumises, sachant qu'il y a d'autres questions encore qui n'ont pas fait l'objet de réponse et pour lesquelles il reste donc des incertitudes. On est donc dans un régime, si on reprend les points un par un qu'a évoqué Frédéric en essayant d'être quand même bref. Donc, on est tout d'abord sur un régime qui est en dehors de la TVA, puisqu'effectivement, la DLF a fait une réponse, j'allais dire, très logique le 25 juillet en partant de la directive TVA, en nous expliquant que l'associé de SEL n'est pas prestataire de services pour le compte de sa structure et que par conséquent, il est hors du champ de la TVA et donc de l'obligation de facturation. Bon, c'est très bien. Je dirais que ça pose quand même deux problèmes. Le premier problème, c'est que justement, si on veut passer des charges dans son régime d'associé BNC, parce qu'on appartient à une grande structure qui a une politique restrictive de charges, eh bien, le sujet TVA est problématique puisque je suis obligé de passer des charges en TTC. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que cette réponse de la DLF, qui est très logique par rapport à la directive TVA, a l'inconvénient majeur d'être logique dans un système qui lui-même est très illogique, puisque nous sommes tous d'accord que nous ne sommes pas des prestataires de services pour le compte des sociétés dans lesquelles nous sommes associés, mais alors pourquoi nous coller le régime BNC, qui est un régime d'exploitant, et donc un régime de prestataire de services? Donc, il y a des questions qui doivent être posées et qui vont être posées dans la suite de ces discussions que nous avons aujourd'hui avec les pouvoirs publics. Il y a une concertation qui a été amorcée dès le mois de février 2023, au moment de la promulgation de l'ordonnance du 8 février 2023, puisque il ne vous aura pas échappé que l'article 132 de l'ordonnance du 8 février 2023 contraint les professions juridiques et judiciaires, et donc les avocats, à passer obligatoirement par les sociétés d'exercice libéral à compter du 1er septembre 2024. Et par conséquent, l'ensemble des associés qui exercent des avocats qui exercent en société de capitaux seront soumis à ce régime fiscal à compter du 1er septembre 2024, alors que d'autres professionnels n'y sont pas soumis. Je vois en particulier en conseil des professions qui sont sur notre marché et concurrentes, comme les experts comptables, les commissaires aux comptes et les conseils en propriété industrielle qui vont échapper à cette chose. Donc, il y a un certain nombre de sujets politiques. Oui. C'est important d'en parler, mais peut-être qu'on peut avancer un tout petit peu parce que malheureusement, on est un peu contraint par le temps. Tu veux que j'en parle plus tard ou pas du tout? Ah non, je pense que c'est très important d'en parler, mais peut-être à titre de conclusion, peut-être. Pardon, à titre de conclusion, puisque effectivement, ce webinaire vous est délivré par la CNB TV 2024, l'objectif étant de vous faire part de toutes les discussions qu'on a eues dans les différents organismes qu'on représente en tant qu'élu ACE et de vous inviter à voter dans la mesure du possible pour le CNB dans l'absolu et plus spécifiquement pour l'ACE, puisque sur ce sujet, l'ACE et Philippe en tête ont été chefs de pont de ces négociations avec les DLF. Et donc, on a un certain nombre de questions qui ont reçu une réponse, on en a parlé. Frédéric, peut-être Frédéric, tu peux rapidement revenir, si c'est possible pour toi, sur une question qui était posée, qui est... Est-ce que tu as un avis sur est-ce qu'on peut avoir un avis, est-ce qu'on peut avoir un avis sur les associations? Tu vois, en fait, on a beaucoup de questions sur j'ai une association en CELAR à 70-30. Est-ce que j'ai une association à 50-50? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, excuse-moi, Frédéric, peut-être qu'on va répondre. Je suis désolée, j'ai répondu à ma propre question. Je sais que Philippe a une autre slide sur ce sujet-là et sur le panachage. Je vous prie de m'excuser, c'est mon erreur. On va en parler dans quelques minutes. On va rester sur les questions qui restent en suspens, qui est la slide d'après. Si on peut la remettre, voilà, sur les questions qui restent en suspens. Donc, un certain nombre de questions que vous avez posées sur le chat sont des questions qui restent en suspens et on va les détailler. Donc, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait passer les écritures comptables sans facture. Donc, les experts comptables ont fait un certain nombre de propositions. Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse.
Des questions qui sont très importantes et qui concernent la possibilité pour les professionnels libéraux, parce que là, on parle des avocats, mais en fait, on est conscient que on parle de tous les professionnels libéraux réglementés. Donc, on avait accès à un certain nombre de dispositifs, et notamment la possibilité de déduire des intérêts d'emprunt lorsqu'on faisait l'acquisition d'une patientèle, d'une clientèle ou de parts ou de droits sociaux. On avait la possibilité également de bénéficier du régime d'exonération de plus-value départ à la retraite, donc un abattement de 500 000 € sur le montant de la plus-value, mais avec un certain nombre de conditions très importantes, au nombre desquelles on avait quelque chose qui disait il faut que la rémunération de direction de l'associé qui va céder ses parts et donc qui prétend au régime d'exonération, l'associé, le montant de sa rémunération de direction doit constituer au moins 50% du montant total de ses revenus. Or, si on passe tout le monde en BNC, on se rend bien compte qu'on va avoir des difficultés pour continuer à remplir cette condition. Et donc, je vous invite très fortement à vérifier dans vos montages, et lorsque vous allez avoir envie de réfléchir à ce type de montage et ce type de transmission, si vous restez dans les clous. Alors, la DLF nous a dit qu'elle prenait le point et qu'elle allait réfléchir. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Une autre question qui a été posée, qui est à moitié répondue, c'est est-ce qu'on peut prendre en charge les cotisations de l'associé BNC au niveau de la SEL? Un certain nombre d'entre nous ici pensent que oui, mais ça n'a pas été répondu formellement par la DLF. Ensuite, est-ce qu'on peut continuer, du coup, comme on va passer en BNC et plus en régime de direction, est-ce qu'on peut continuer à bénéficier des régimes intéressants de l'épargne salariale? Également, point remonté, également en attente. Le point que l'on se pose, et Philippe esquissait la question à l'instant, qui est une question politique dont il a parlé, mais aussi une question pratique. L'ordonnance du 8 février a mis presque tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire tous les professionnels libéraux réglementés dans le cadre des SEL. Elle a permis certaines exceptions en disant que certains d'entre nous allaient pouvoir continuer à exercer avec des sociétés de droit commun. Et là, ce que disait Philippe à juste titre, c'est qu'il y a une injustice puisque nous, les professionnels donc de la famille de professions juridiques et judiciaires, nous allons pouvoir continuer à avoir le paquet cadeau, l'enveloppe de la société de droit commun. Donc, je vais pouvoir continuer à créer des SARL ou des SAS de droit commun pour exercer la profession d'avocat. En revanche, à l'intérieur de le cadeau, du papier cadeau, donc, à l'intérieur, mes statuts devront correspondre et devront être en accord avec l'ordonnance du 8 février 2023 qui, elle, concerne les SEL. Donc, en d'autres termes, vous allez pouvoir continuer à avoir l'emballage de la société de droit commun, mais à l'intérieur, vous devrez avoir des statuts qui correspondent au statut de SEL. Donc, la question qui pardon, Audrey, peut-être une toute petite précision sur ce sujet. Donc, c'est l'article 132, pardon, je fais juste une parenthèse. Ce que tu appelles l'emballage, c'est une vision, effectivement, c'est en fait une question de dénomination. Donc, on est obligé d'avoir des SEL, mais on pourrait ne pas les appeler SEL. Et c'est un élément qui a été ajouté par les pouvoirs publics à la toute fin juste avant la promulgation du texte, après même le passage en Conseil d'État, dans l'objectif de nous permettre d'échapper au régime BOFIP 15 décembre 2022, mais avec, à l'évidence, une solution très insatisfaisante parce qu'elle ne permettra pas d'échapper, parce que le simple changement de dénomination, le fait de ne pas mettre exercice libéral dans la dénomination sociale de la SARL avocat XY ne modifie pas la nature de la structure qui reste une SEL et donc soumise au régime. Pardon de cette parenthèse. Non, pas du tout. Précision très bienvenue, sachant que donc, la question qu'on se pose tous et qui reste en suspens, c'est est-ce que dans la mesure où la loi fiscale est normalement d'application stricte, est-ce qu'on va pouvoir avoir des contrôleurs qui vont nous expliquer que, en fait, puisqu'on suit le régime de la SEL,
même si on est en société de droit commun, on va devoir appliquer la nouvelle doctrine. Et ça, c'est une question dont on a parlé avec insistance et sur lesquelles nous n'avons pas de réponse. On va peut-être passer au reste des slides. C'est-à-dire, plus précisément, si on est en vraie société de droit commun, ce qui n'est possible pour les avocats que jusqu'au 31 août 2025, tout compris, hein, entrée en vigueur de l'ordonnance 1er septembre 2024, délai de régularisation 1 an pour se transformer en SEL, donc au plus tard le 31 août 2025. Donc les avocats qui travaillent en véritable société de droit commun, constituée aujourd'hui comme société de droit commun, échappent, hein, il y a une question qui est posée dans le fil de discussion sur ce sujet, échappent à la mise en œuvre du BOFIP 15-12-2022 qui ne concerne que les SEL. Et donc, au plus tard, le 1er septembre 2025, tous les avocats seront obligatoirement dans le régime fiscal, puisque tous obligatoirement en SEL, sauf ceux qui ne se seront pas régularisés, qui seront rattrapés par leurs ordres au fur et à mesure des temps. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet, Frédéric, sur l'application ? Frédéric, je ne sais pas si tu parles, mais du coup, tu as ton micro qui est coupé. Non, j'ajoute rien pour le moment. Très bien. Donc, le projet d'avis du CNOEC. C'est moi qui dois en parler, je crois, Audrey. Oui. Donc, effectivement, le projet d'avis, les experts comptables ont essayé d'analyser la situation et rendu un certain nombre d'avis doctrinaux sur la question. Leur avis doctrinal principal, c'était qu'il ne serait pas nécessaire de tenir une comptabilité, il ne serait pas nécessaire de faire une 2035. Il suffirait donc d'inscrire ces BNC dans la déclaration 2042 au lieu de les inscrire dans la case rémunération des gérants majoritaires, par exemple pour les CELAR. Ça pose quand même plusieurs problèmes. Tout d'abord, Frédéric l'a rappelé tout à l'heure, l'ADLF vient d'indiquer que la 2035 restait obligatoire, donc cet avis n'est peut-être pas tout à fait à jour aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a une autre problématique, c'est que si je ne suis pas inscrit comme travailleur indépendant, puisque je ne suis pas travailleur indépendant, on y reviendra, je n'ai pas de comptabilité de 2035, je n'ai pas de 2035, donc je n'ai pas de numéro de SIRET à titre d'entrepreneur indépendant et je ne vois pas bien comment je peux alimenter la case de la déclaration 2042 BNC qui nécessite d'avoir un numéro de SIRET. Et alors, si je dois avoir un deuxième numéro de SIRET, je rentre dans une sorte de problématique pratique extrêmement pénible parce que les URSSAF en particulier vont commencer à se mélanger avec les deux numéros de SIRET de chaque professionnel et on va avoir des problèmes administratifs absolument infernaux. Alors, il est vraisemblable que si le système fiscal allait dans la direction de la... bon, il s'agit de la 2042, de 2025. Ah, on a des problèmes de connexion de Philippe. 2022 BNC ou assimilé BNC, dans lequel on n'aurait pas de numéro de SIRET. Voilà. Par contre, c'est une chose dans l'œil que je n'arrive pas à retirer. Donc, excuse-moi Philippe, ça a coupé. Donc, effectivement, on ne parle que de la déclaration puisque c'est applicable. Donc, on parle des revenus de 2024, donc dans la déclaration 2025, juste pour précision, puisqu'on t'a pas entendu, on t'a pas entendu jusqu'alors. Ah, bon, pardon. Sur la slide suivante. Alors, sur la slide suivante. Donc, c'est la rémunération du mandat social. Je vais prendre la parole, Audrey. Ça devrait être la ventilation. Je devais parler de la ventilation, mais apparemment ça. Oui, voilà, c'est ça, la ventilation. Donc, oui, il y a beaucoup de questions. Je te laisse la parole. On est d'accord que je reste pour l'instant sur ce sujet. Alors, la ventilation, jusqu'à présent, il n'y a pas de règles édictées, mais il résulte des discussions qui ont eu lieu entre le Conseil national des barreaux
et la DLF. C'était une réunion qui avait lieu le 9 novembre. Je ne pouvais pas y être, mais c'est Vincent Morel qui était présent avec le président Gavaudan. Et lors de cette réunion, le directeur de la législation fiscale, M. Laurent Martel, a évoqué la fixation de seuils types en fonction de la taille des structures, 8% pour la gestion, 92% pour l'activité technique, par exemple, pour les petites structures. Personnellement, je suis extrêmement choqué par cette solution qui consisterait à coller sur chaque structure un seuil type parce que chaque structure est organisée de façon différente et en fonction notamment du niveau de délégation de l'activité technique à des équipes de collaborateurs libéraux. Je vais prendre un exemple. Si on prend le médecin généraliste qui a priori travaille sans équipe, à part une secrétaire médicale pour plusieurs médecins qui prend les appels et les rendez-vous et ne fait que ça. Le médecin généraliste, il a certainement une activité technique très majoritaire et une activité de gestion relativement faible. Et peut-être, je suis très prudent en disant cela parce que peut-être que les 8,92 pourraient lui aller. Maintenant, l'avocat, et là on s'adresse à un public qui est composé d'avocats, l'avocat qui a des collaborateurs, des salariés productifs, une équipe qu'il doit gérer, ne peut pas s'inscrire, à mon avis, dans ce système ni type, ni aussi marqué que 8,92. Je viens de voir sur LinkedIn que Stéphane Petit, qui est un expert comptable qui travaille sur ces sujets, évoquait le fait que les libéraux sont tous à 99% en technique. Je trouve ça extrêmement dangereux et contestable. C'est la négation de l'entreprise libérale. Nous, ACE, pardon de le dire, mais on est ici quand même également dans le cadre de la campagne pour les élections ordinales et CNB, et nous sommes tous ici des élus de la position de l'ACE et de l'ACE. Nous, à l'ACE, nous sommes, il y a un micro qui est ouvert, qui fait une perturbation. Oui, merci Philippe, c'est moi qui intervient. Je me permets de rebondir effectivement là-dessus. Il faut savoir qu'on va continuer de travailler sur cette question de cette ventilation, savoir s'il faut effectivement aller sur ce qu'on appelle un safe harbor ou sur d'autres solutions. Mais je te propose, Philippe, si on est d'accord, je suis désolé, parce que je vois l'heure qui Je voudrais juste ajouter un point sur la partie bleue de la slide. Pour ne pas oui, vas-y, très rapidement, Philippe, s'il te plaît. Très rapidement, et peut-être que j'y reviendrai en conclusion, comme Audrey l'évoquait. Le BOFIP prévoit une sorte de tolérance d'exception. Je vais le dire très vite, j'y reviendrai s'il y a des questions. À mon avis, cette tolérance est liée au fait que la doctrine fiscale du 15 décembre n'est pas licite au regard des dispositions de l'article 62 du Code général des impôts, qui prévoit que l'article 62 est le régime de toutes les rémunérations du gérant majoritaire, quelle que soit leur nature. Et cet élément résulte d'une note même de la DLF qui évoquait cette différence de régime entre 80 terres pour les sociétés par action et 62 pour les sociétés de type ARL. Donc, par conséquent, il y a un vrai sujet dont il faut que la profession s'empare à ce sujet. Pardon, je m'arrête là. Très bien, merci Philippe. Je vais passer la parole à François, qui va nous apporter des précisions concernant la rémunération du mandat social, ainsi qu'on l'a annoncé tout à l'heure. François, si tu veux bien nous oui, très rapidement pour éventuellement essayer d'être face à quelques questions-réponses tout à l'heure. Le rappel de ce qui existe lorsqu'il y a une rémunération spécifique du mandat social, régime fiscal d'une part, régime social d'autre part. Concernant le régime fiscal, la diapo suivante va vous permettre de voir ce qui se passe selon le type de structure et le sort qui est fait dans ces cas-là par l'administration fiscale aux rémunérations spécifiques, encore une fois, du mandat social. Je vous laisse découvrir, c'est des choses que vous connaissez évidemment, je ne vais pas reprendre sujet par sujet, mais les choses sont à distinguer, notamment au niveau de la SARL, selon qu'il y a gérance minoritaire ou gérance majoritaire. Sur la partie sociale,
C'est la diapo suivante. Vous avez toujours, selon le type de structure, c'est la FA ou c'est l'ARL, et les différentes configurations dans lesquelles peuvent s'inscrire la gouvernance de la société, mandat social, associé non mandataire, gérant non majoritaire, associé non gérant ou gérant majoritaire pour ces 3 derniers cas, dans la CELARL évidemment, la façon dont la rémunération va être traitée au plan social, régime général ou régime travailleur indépendant. Voilà pour le rappel de ce qui existe, et vraiment pour mémoire, parce que je ne doute pas que chacun maîtrise tout ça, évidemment. Merci François. Je vous propose d'avancer à présent sur la question des dividendes et je vais laisser la parole à Loïc et peut-être après cette présentation, à nouveau quelques questions qu'on aura pu sélectionner. Loïc, nous t'écoutons. Oui, merci. Juste donc un petit focus sur les dividendes. Ça introduira les questions qu'on voit arriver sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 qu'on va traiter juste après. Donc, sur les dividendes, 2 aspects, l'aspect fiscal et l'aspect social. Sur l'aspect fiscal, je vais quand même rappeler que les dividendes concernent les sociétés qui sont soumises à l'IS et qu'il s'agit de la distribution du résultat et des réserves qui ont été constituées. Je ne reviens pas sur le taux d'IS, c'est un rappel, vous l'avez sur la slide. Donc, pour le bénéficiaire de ces dividendes, il y a 2 régimes qui cohabitent, celui de la flat tax, du PFU, qui soumet pour la partie impôt sur le revenu à un taux de 12,8 et pour la partie prélèvements sociaux à un taux de 17,2, au total 30. La CSG n'est pas déductible dans ce cas-là, ou sur option, le barème progressif de l'impôt sur le revenu, et pour la partie prélèvements sociaux, on reste à 17,2. Simplement rappel, quand on est dans cette option-là, une partie de la CSG est déductible dans la limite de 6,8%. Ça, c'est pour l'aspect fiscal. Sur l'aspect social, grâce à nos amis dentistes il y a fort longtemps, les dividendes pour la partie, pour le slide suivant, pour la partie qui excède 10% du capital et la moyenne des comptes courants et les autres items que vous voyez, ça rentre dans l'assiette des contributions sociales TNS. C'est-à-dire qu'on applique le 12,8 de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour le reste, ce qui exclut le 17,2. Les deux ne se cumulent pas. Je rappelle simplement que dans cette assiette rentre aussi le dividende qui aura pu être versé aux conjoints, partenaires de Pacs, etc., du gérant majoritaire, puisque c'est de Louis dont on parle. Et évidemment, se pose la question, vous êtes nombreux à vous la poser, dans le cadre du BNC, alors qu'on va avoir une SEL qui distribue des dividendes qui vont être soumis à contribution sociale. Qu'est-ce qu'on va faire de ces contributions sociales afférentes aux dividendes? Est-ce qu'ils vont rester dans la SEL? Est-ce qu'ils partent dans la déclaration 2035? Les questions sont posées. Je vois qu'Audrey sourit. Peut-être qu'elle aura la réponse. Je souris parce que je suis quelqu'un de joyeux. Voilà. Et il y a de quoi être joyeux en ce moment. Merci Audrey. Pardon. On passe. Alors, donc nous, c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu peux passer à la slide d'après? Voilà. Donc, oui, exactement. Ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y, André. Sorry. Parce que j'étais en train de sourire, du coup, j'étais occupée à sourire. Donc, ce que je vous propose, une seconde, avant de passer à l'avenir incertain des SPFPL, parce que j'imagine qu'on va avoir une myriade de questions sur la SPFPL. Est-ce que ça vous dit qu'on refasse un petit rappel de toutes les questions qui se sont posées, voir si on en a loupé? Parce que, de toute façon, on ne va pas se mentir, il est 12h54, on n'a pas abordé les SPFPL, donc ce que je vous propose, c'est de se dire collectivement qu'on sera en retard et qu'au moins, on va répondre aux questions. Voilà. Je pense que ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Alors, ce que je vous propose, c'est de balayer rapidement les questions. Il y a beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on panache? Est-ce qu'on panache? Donc, je parle des rémunérations. Est-ce que c'est utile de panacher? Pourquoi il faut panacher? Donc, ce que j'ai compris de tous, plus ce que moi, j'en ai retiré de la doctrine, c'est
les experts comptables, dans leur projet d'avis, ont dit qu'il fallait panacher. Ça, c'est un fait. Un certain nombre de praticiens dont je fais partie considèrent que, et Philippe fait partie, considèrent qu'il y a une remarque au BOFIP qui nous permet de ne pas panacher. Et donc, il faut s'en saisir. Ensuite, Vincent, tu as parlé rapidement, mais peut-être que tu peux en parler un peu plus longuement, de ce que la DLF nous a proposé, donc moi dans le cadre de l'UNAPL et vous dans le cadre du CNB, sur ce que tu as appelé le Safe Harbor. Ah oui, et il l'a proposé aussi à Frédéric à l'IACF, pardon, mais enfin bon, Vincent, peut-être que tu veux en parler rapidement. Oui, oui, tout à fait. L'administration là-dessus est encore en pleine réflexion et est bien embêtée parce qu'elle ne dispose pas, selon ses propres termes, de statistiques pour trouver l'équilibre parfait entre la rémunération technique et la rémunération du dirigeant. Alors, plusieurs pistes sont envisagées. Une première serait tout simplement de laisser l'avocat ou le professionnel libéral en général face à son vérificateur pour justifier de la répartition entre, d'une part, sa rémunération technique et d'autre part, sa rémunération de gérant en fonction de son activité. Une autre option serait de faire un guide à destination de ces vérificateurs, mais cela prendrait nécessairement du temps justement pour essayer de bâtir cette petite statistique et comprendre comment fonctionnent nos cabinets, notamment comment fonctionne l'activité de nos confrères qui sont à la fois dirigeants et qui restent les mains dans le dossier. La troisième option sur laquelle travaille la DLF, c'est la mise en place effectivement d'un Safe Harbor. Alors, Safe Harbor, c'est-à-dire l'acceptation par l'administration tacite d'un taux de répartition jusqu'auquel aucune question ne serait posée. Alors, ce taux varie dans la bouche de l'administration en fonction des interlocuteurs. On a pu entendre un taux fixé à 10%, 15%, 20%. Mais voilà, au-delà de ce taux, en revanche, on se retrouvait dans la situation proposée dans la première solution, à savoir à l'avocat d'expliquer pourquoi il a dépassé ce taux de 10, 15 ou 20%. Donc là-dessus, la réflexion est ouverte. L'administration demande d'ailleurs d'y réfléchir et sera ravie d'avoir nos commentaires là-dessus. Je crois savoir, et peut-être que je peux passer la parole à Frédéric, là-dessus, nos amis fiscalistes avertis ont une vision relativement critique. Quelques mots au risque de nous répéter un petit peu. Ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est que justement la lettre de la semaine dernière ne mentionne absolument pas ce sujet. Donc, est-ce que ça veut dire que l'administration a compris qu'il était impossible, compte tenu de la diversité des situations, de donner un chiffre qui permettrait de savoir au-delà de quel montant, de quel pourcentage eh bien, il y a une zone de discussion ou en deçà de quel pourcentage il n'y a pas de zone de discussion. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est définitivement enterré ou au contraire que la réflexion va continuer? Ça, je ne sais pas répondre à la question. Moi, ce que j'ai quand même retenu, quelles que soient les possibilités de contestation au regard de l'article 62, qui est un autre sujet, c'est que l'administration considère tout de même que dans un certain nombre de cas, il doit y avoir cette distinction. Donc, on n'est pas dans un niveau de sécurité. On pourra faire du contentieux, mais on n'est pas dans un niveau de sécurité optimale sur ce sujet-là. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, ça nous laisse potentiellement la possibilité de discuter. Certains d'entre nous enfin, certaines des questions qui ont été posées, c'est est-ce que du coup, je vais pouvoir retrouver les 10% d'une manière ou d'une autre? Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que je passe du régime TS ou article 62 à un régime de BNC et donc je n'ai plus les 10% d'abattement pour frais qui étaient automatiques. Non, effectivement, je vous confirme, à moins de faire des frais à hauteur de 10%. Mais là, c'est ce que Frédéric disait, c'est potentiellement, il faudra expliquer que vos frais, c'était des frais en dehors, toujours pour votre exercice professionnel, mais qui n'étaient pas passés dans votre CELA. Des questions, Frédéric, sur le point sur la SPFPL. Tu sais, tu as rappelé, et je vais en parler dans une seconde, peut-être rappeler que
depuis l'ordonnance, on a un schéma qui n'était pas possible jusqu'alors, qui est un schéma dans lequel j'ai une SPFPL qui détient 100% des titres de la SEL. Avant, vous deviez toujours avoir le professionnel libéral qui détenait une part, une action en industrie ou en capital dans la SEL, et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, ce qui était posé, c'est ce que tu as détaillé, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai une rémunération qui est prise au niveau de la SPFPL, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ai effectivement 100% via une SPFPL et que je suis rémunéré pour mes fonctions techniques directement, donc en passant au-dessus de la SPFPL. Exactement. Et la réponse a été donnée par la DLF en disant ça ne change pas le sujet, ça reste du BNC. Après, il y a un sujet différent, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant, qui est le sujet de la Cour de cassation en matière sociale. Mais là, c'est différent. Non, je ne vais pas en parler. Là, je voudrais vraiment me concentrer sur les questions qui sont posées sur ces sujets-là avant qu'on passe aux dividendes à proprement parler. Donc, la question, maintenant que les développements ont été faits, j'ai 2 gérants 70-30 qui néanmoins font partie d'un collège de gérance majoritaire. J'ai des gérants, collège de gérance majoritaire à 50-50. Comment est-ce que je fais à partir de 1er janvier 2024 pour panacher mais est-ce que je continue à panacher? Est-ce que je continue pas à panacher? Donc, je pense, on vous a répondu de façon imparfaite, qui est que on n'a pas la réponse. Donc, certains considèrent qu'il va falloir panacher. D'autres, avec l'appui de la remarque du BOFID, considèrent que vous pouvez continuer à ne pas panacher. Ce qui est certain, et donc je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez, en tous les cas, c'est très fréquent chez les avocats et dans d'autres professions libérales, si vous avez des règlements intérieurs dans lesquels vous avez expliqué que vos rémunérations prenaient en compte un petit bout de 20% de votre rémunération prenait en compte l'exercice que vous avez sur le plan administratif, l'aide que vous avez, la contribution que vous aviez à votre activité et administrativement dans la société, donc votre implication dans la société et à sa gestion, il est fort probable que l'administration fiscale vous considère que du coup 20% de votre rémunération doit être considérée comme une rémunération de gestion, mais que le reste est une rémunération technique. Donc, faites attention à la façon dont vous avez géré la rédaction de vos règlements intérieurs et autres pactes d'associés. Astuce que je donne pour éviter que vous fassiez redresser ou en tous les cas que vous ayez que l'administration fiscale considère que vous avez refait vos documents pour contrôle en cas de contrôle, c'est que vous refaites vos documents là, puisque c'est maintenant, c'est la période, il faut s'en préoccuper, et vous les signez électroniquement pour leur donner date certaine. Je continue. Beaucoup des questions pour se dire, est-ce qu'il suffit de transformer les CELARL en SARL pour échapper à l'imposition technique des rémunérations? Personnellement, je pense que c'est une erreur et je pense que potentiellement, vous prenez un risque. Et je pense que changer à la faveur de la doctrine peut constituer un risque, Frédéric. Tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, voilà. Alors, je sais que Philippe, peut-être tu as très synthétiquement, peut-être que tu as un avis différent parce que j'avais l'impression que tu disais, vous n'êtes pas concerné si vous êtes en société de droit commun et moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, peut-être c'est intéressant. Oui, très synthétiquement. Bon, il y a 2 cas. Soit je suis déjà en société de droit commun depuis longtemps. Alors, dans ce cas-là, je peux rester jusqu'au 31 août 2024, voire jusqu'au 31 août 2025 en utilisant le délai de régularisation. Et là, je ne suis pas soumis puisque, en fait, la DLF cherchait un moyen de discrimination constitutionnelle sur ce régime fiscal et l'a trouvé avec les SEL. Donc, si on n'est pas en SEL, on n'est pas concerné. C'est pour ça que les experts comptables, les CPI, etc., ne sont pas concernés. Donc, après, est-ce qu'on peut se transformer d'une SEL en SEDC juste pour 1 an ou 2 ans? Ça paraît effectivement ressortir peut-être de l'abus de droit, mais et encore, on peut se poser la question, et ma réponse ne serait pas aussi peut-être franche et massive que celle que Frédéric et toi, Audrey, vous apportez, parce qu'après tout, j'ai le choix de ma forme sociale, et pourquoi
Est-ce que ce serait considéré comme une opération à but exclusivement fiscal? Bon, il faut quand même j'y reviendrai peut-être dans la conclusion, mais l'enjeu de ce régime pour l'administration, il est extrêmement faible, hein. Donc, les redressements vont coûter plus cher qu'ils ne vont rapporter. Oui, alors, parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est les 10%. Donc, on est d'accord que pour que ça soit clair pour tout le monde. 522 € sur 2023. Hein. Donc, pour que ce soit clair pour tout le monde, à partir du 1er janvier 2024, pour les SEL, nouvelle doctrine qui s'applique. On est d'accord? Oui. Ensuite, pour ceux qui sont en société de droit commun, donc qui sont en SARL, SAS. Alors, toi, tu dis ça ne s'applique pas. Moi, je dis on se pose des questions. Et toi, Frédéric, tu dis c'est un BOFIP qui est dans le régime des SEL. Oui, je sais bien, mais est-ce que l'administration… Il n'y a pas de raison de penser que la position de l'administration fiscale soit différente quand on sera en société de droit commun avec application tout de même finalement des caractéristiques de la SEL, même si c'est une société de droit commun. Je ne vois pas pourquoi ils auraient une position différente, mais effectivement… Alors, une précision peut-être qui résulte de la concertation qui avait été faite avec la DLF en septembre 2021 sur ce problème du régime des SEL, puisque le CNB avait été approché à l'époque et que j'avais eu le plaisir de rencontrer Christophe Pourreau, le DLF de l'époque, sur ce sujet. Ils nous avaient proposé déjà ce qu'ils ont imposé un an plus tard. Et à l'époque, la discussion avec la DGE sur l'ordonnance sur la réforme de la loi de 90 consistait en un projet de disparition des SEL. La DGE voulait faire disparaître les SEL au profit des sociétés de droit commun pour tout le monde. Et puis ce projet a été bloqué par les professionnels de santé qui voulaient garder les SEL. Mais en septembre 21, quand on rencontre la DLF, elle nous propose un projet qui discrimine par les SEL. Et on lui dit à ce moment-là, votre projet ne tient pas debout, monsieur le directeur, parce que les SEL vont disparaître. Et là, Christophe Pourreau est très embêté, parce qu'on savait que l'administration recherchait un moyen constitutionnel de discriminer sur les libéraux par rapport à cette problématique de BNC. Et ça ne concerne ni les experts comptables et les CPI, on l'a dit, parce qu'ils exercent en société de droit commun et ils continuent de le faire. Et ça ne concerne pas non plus le boucher charcutier ou l'agence de communication qui exerce en SARL ou en SAS ou en SA, parce que ce sont des sociétés de droit commun et que ça ne concerne que les libéraux en SEL. Donc, je continue. Les notaires ont, eux, estimé que ça concernait toutes les structures, y compris les SEDC, et que c'était parfaitement très bien, et qu'ils ont mis tout ça en place, et que je veux voir qu'une seule tête. Bon, c'est la position un peu traditionnelle des notaires qui n'est pas vraiment contestataire des positions de l'administration fiscale. Je crois que les avocats doivent raisonner autrement. Bon, en tous les cas, vous voyez qu'il y a et ce qui est intéressant, c'est la richesse de nos points de vue et ce qui permet de se dire que, en tous les cas, ce que vous devez retenir, c'est que potentiellement, à panacher, donc je précise le terme panacher puisque ça a été posé comme question. Qu'est-ce que c'est panacher? C'est de considérer que j'ai une partie de ma rémunération, sur le global de ma rémunération, j'ai une partie que j'affecte à la gestion et une partie que j'affecte à mes rémunérations techniques. Le tout devant être, puisque ça est une question qui a été posée, validé dans le cadre d'une AG, les amis. N'oubliez pas, c'est important. Donc, on va passer peut-être aux dividendes que dont Loïc nous a rappelé l'imposition. Je ne sais pas si tu l'as dit, Loïc, je te prie de m'excuser si c'est un rappel. Juste ce que Loïc a décrit, c'est-à-dire qu'au-delà de 10%, c'était les cotisations sociales de l'associé qui s'appliquaient. Je précise, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent exactement l'inverse. Je précise que ça s'applique aux sociétés de droit commun ainsi qu'aux SEL. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez une SAS que vous êtes soumis au-delà des 10% à la flat tax, qu'on soit bien clair. Ça s'applique parce que vous êtes une profession libérale. Ça s'applique, peu importe que vous soyez en SAS ou en SARL. Voilà, précision faite. On va revenir au SPFPL puisque c'était la seconde partie de notre intervention, avec un schéma qui vous rappelle ce que Frédéric avait dit, c'est-à-dire que maintenant, j'ai une détention possible directe de 100% des titres de la SEL par la SPFPL et revenir sur un arrêt qui a fait grand bruit et dont vous avez parlé, un arrêt très récent, puisque ça date du 19 octobre 2023, où j'avais un chirurgien dentiste.
Il me faut des slides. Je comble là, c'est horrible. Un chirurgien dentiste qui exerçait son activité professionnelle dans le cadre d'une société d'exercice d'une CELARL, dont il détenait 10 parts sociales. Les 990 parts sociales restantes étaient détenues par sa SPFPL, qui détenait, et donc sa SPFPL, le capital social de sa SPFPL était détenu à part égale entre lui et son épouse. Et la caisse de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes a considéré que les dividendes qui étaient donc versés entre la CEL et la SPFPL devaient entrer dans l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse de l'assuré. Elle lui a donc adressé un gentil appel complémentaire de cotisation au titre de 2016. Et ce que l'on se pose comme question, c'est est-ce que c'est normal que ça rentre dans cette assiette ? Il faut dire quand même quelque chose, c'est que c'est dans la droite ligne de ce… Attention, il y en a un qui a son micro qui n'est pas… c'est Frédéric qui est tombé. Donc, il faut dire que ça rentre dans l'assiette, dans la droite ligne de ce qui avait été déjà jugé, et que ce que la Cour de cassation a rappelé, c'est les circonstances qui ont conduit les juges à qualifier de dividendes des dividendes de revenus d'activité, puisque c'est ça l'idée, c'est le fait que l'intéressé soit le seul associé professionnel en exercice au sein de la CELARL, et le fait que celle-ci soit détenue en totalité par lui et son conjoint. Après, cet arrêt a fait grand bruit, puisque l'administration a quand même considéré que des dividendes devaient être assimilés ou rentrer dans l'assiette en tant que revenu d'activité. Et ça, c'est un sujet qui potentiellement a été réglé ou sera réglé avec un amendement dont on va parler dans une seconde. Est-ce que Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose sur cet arrêt ? Oui, deux remarques. La première question, c'est est-ce que même si c'est un arrêt de la Cour de cassation, est-ce que c'est un arrêt d'espèce lié au caractère potentiellement abusif de la structure, parce que finalement, il s'agit d'une requalification. Alors, il n'y a pas eu d'utilisation de la notion d'abus de droit, on est en matière sociale, mais il n'empêche que c'est pas clair de savoir si c'est vraiment parce que, comme tu l'as rappelé, Audrey, il y a ce contrôle par le chirurgien dentiste et son épouse, et il est le seul associé professionnel dans la CELARL. Bon, ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que moi, j'ai du mal à comprendre, en fait, ce que dit l'arrêt. Est-ce qu'il nous dit que la totalité du dividende qui est payé par la CELARL doit être soumise aux charges sociales pour revenus d'activité, ou est-ce que c'est uniquement la part qui est supérieure à 10% du capital social et des primes? J'ai bien peur que ce soit la totalité. Mais en même temps, si c'est la totalité, au cas particulier, ça irait bien dans le sens d'une situation considérée au cas particulier comme abusive. Bon, voilà. Peut-être, Philippe, rapidement, tu nous parles de l'amendement et tu peux nous parler rapidement des chantiers qui sont encore à faire. Oui, juste un mot sur ce qui vient d'être dit. Donc, j'ai échangé avec l'avocat au conseil qui s'occupait du pourvoi. Il semblerait que la deuxième civile, alors le rapport, paraît-il, était en dessous du niveau de la mer, et la deuxième civile ne s'est pas vraiment rendu compte des enjeux de sa décision. Par ailleurs, je ne suis pas certain que le caractère, entre guillemets, abusif du montage explique la chose, parce que même s'il ne se versait aucune rémunération, ce dentiste, bon, le problème vient toujours des dentistes sur notre secteur, mais bon, même si ce dentiste ne se versait aucune rémunération… Normal. Ouais, c'est très classique. Depuis 2004, on a des problèmes avec les montages des dentistes. Le 238 quater des sièges, il a sauté à cause de montage dentiste à l'époque. Bref. Donc, même si ce dentiste ne se versait aucune rémunération, je ne comprends toujours pas comment il est possible d'aller taxer les charges sociales dans la SPFPL, puisque s'il appréhende aucun revenu, il ne perçoit aucun revenu, et c'est au moment où la personne physique reçoit des revenus qu'elle est taxée au régime social. Bon, alors on pourrait épiloguer sur le régime social TNS sur les dividendes depuis 2009, mais bon, ça, c'est plus le débat d'aujourd'hui. Donc cette décision est problématique. Il y a, deuxième observation, et pardon, j'essaie de faire très vite,
une concertation en cours avec les pouvoirs publics, entre le CNB et les pouvoirs publics sur ce sujet également, et il nous a été promis une mesure immédiate dans le PLFSS 2024 pour stopper ce risque d'extension, d'hémorragie sur la taxation des dividendes aux charges sociales dans la SPFPL. Évidemment, ça met par terre la notion de la personnalité morale de la SPF, mais ça met par terre les montages d'LBO et d'OBO. Ça va entraîner le dépôt de bilan d'un certain nombre de structures qui sont endettées auprès de leur banque pour avoir racheté les titres d'une société. Bref, il y a un risque d'extension majeur et les pouvoirs publics en sont très conscients. Donc, il semblerait qu'un amendement du gouvernement ait été adopté, mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas capable d'identifier ce texte. On est à 24 heures de le connaître, peut-être simplement. Peut-être tu nous rappelles les chantiers qui… Alors, je vous propose du coup qu'on clôture, mais peut-être, Hugo, tu peux nous mettre, pendant que Philippe rappelle les chantiers qui restent en suspens pour le CNB, la mandature du CNB de l'année prochaine, tu peux mettre le QR code. Il faut, Vincent, que tu arrêtes ta présentation. Voilà, Philippe, peut-être les derniers chantiers. Merci Audrey. En 3 minutes, parce qu'il est tard et vraiment il faut remercier tous nos participants d'être restés avec nous plus longtemps que l'heure prévue. Donc, en conclusion, je voudrais rappeler que le régime BNC de l'associé assimilé BNC présente en clair tous les inconvénients du régime et aucun des avantages corrélatifs qui auraient pu y être associés. C'est un choix qui est fait par les pouvoirs publics qui auraient pu parfaitement faire d'autres choix. Je parle du statut d'entrepreneur individuel, de l'option IS, des 2 premières années du micro-BNC. Enfin bon, bref, sur tous les sujets, c'est non, non, non. Alors, je voudrais préciser qu'en ce qui concerne la prochaine mandature, il faudra se poser la question des recours. Les recours qui ont été mis de côté en 2023, vraiment en toute conscience, en vue de privilégier la concertation avec Bercy, puisque la profession d'avocat a noué pour la première fois de son histoire. Ça a été rappelé par Bercy quand au moment où on a évoqué les recours, parce qu'on a eu des discussions un peu houleuses avec eux. Pour la première fois de son histoire, la profession qui n'avait pas de rapport avec Bercy, mais simplement avec la chancellerie, bons ou mauvais, mais zéro avec Bercy, la profession a noué pendant cette mandature de très très bonnes relations avec Bercy. Et donc, il faut essayer de maintenir ces relations. C'est pour ça que le recours avait été mis de côté dans l'attente d'une concertation qui est en cours, mais qui s'est liée très tardivement et qui visiblement n'aboutit pas parce qu'on attendait beaucoup mieux de Laurent Martel le 9 novembre. Et par conséquent, il semblerait que nos interlocuteurs n'aient pas assez de poids ou voilà, il y a un problème de volonté politique. Je crois qu'il va falloir que la profession, qui sera sans doute la seule parmi les libéraux, parce que les autres n'ont pas l'air de vraiment bouger, la profession d'avocat, c'est peut-être sa vocation de faire aussi des recours, c'est notre profession qui le veut. Il faudra faire sans doute 3 recours. Un recours contre l'article 132 de l'ordonnance du 8 février pour rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. Un recours contre le BOFIP 15 décembre 2022 pour violation de l'article 62 du Code général des impôts. Et un recours contre le BOFIP pour la violation des articles 92-93, le régime BNC, qui n'est pas non plus respecté par ce sujet. Et donc, ce sont vos élus de l'ACE de l'année prochaine qui, au CNB, mèneront ces combats. Voilà, donc il faut voter pour eux. Je ne suis plus candidat, donc ça me permet de… Merci Philippe pour cette transition qui peut nous amener à la conclusion. Vous l'avez bien compris, parmi les 6 intervenants, donc, il y a les sortants, Philippe et moi-même, et parmi les sortants, il y a ceux qui se représentent et les nouveaux candidats, que sont donc François, Loïc, Audrey et Frédéric. Vous l'avez compris, on a grâce à la démonstration a été faite aujourd'hui à l'ACE, on a des véritables techniciens qui sont vraiment là pour identifier et trouver des solutions à toutes les problématiques que peuvent rencontrer les confrères, notamment de la structuration de leur activité. Vous avez les noms. Il vous reste à présent à
à faire en sorte que ceux-ci soient élus et bien élus au CNB. Donc, je vous le rappelle, c'est le 28 novembre prochain, de 5h à 22h du matin, je crois. N'attendez pas 22h. N'attendez pas, ne commencez pas à 5h non plus, peut-être. Ne commencez pas à 5h, c'est un peu tôt. Il y a des matinaux, mais ne commencez pas à 5h. Mais donc, on vous invite bien entendu à voter pour les candidats, vos candidats, les candidats que nous sommes à l'ACE, afin de vous représenter. Tout ce que l'on a dit, ça fait partie de notre programme. C'est vraiment quelque chose, c'est notre ADN, c'est l'ADN de l'ACE, travailler sur ces thématiques. Donc, on vous remercie par avance pour votre confiance. Et pour les questions qui ont été posées, oui, bien sûr, il y aura un replay. Oui, les slides seront disponibles et vous pourrez ainsi écouter, réécouter et diffuser tout ce qui a pu être dit aujourd'hui. Nous vous remercions énormément pour votre attention et à très bientôt. Bonne journée à tous.